Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Certains reviennent peut-être de vacances où ils ont pu profiter du soleil, mais malheureusement depuis hier il a laissé place à la pluie. Alors quel temps fera-t-il demain? On regarde tout de suite les prévisions météo de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain les nuages seront encore nombreux. Les averses débuteront en fin de matinée et des orages éclateront dans l'après-midi. L'avantage c'est que les températures seront plus fraîches et l'air plus respirable. Les minimales iront de 12 à 14 degrés, les maximales de 23 à 26 degrés. Demain pensez à souhaiter une bonne fête aux Hélènes. Le jour se lèvera à 6h29 et la nuit tombera à 20h41. Bonne fin de journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Commençons cette émission avec une information. Natacha Saint-Pierre se produira le vendredi 11 septembre à l'église Sainte-Catherine de Bitche. Elle chantera à cette occasion des textes de Sainte Thérèse de Lisieux. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il reste des places pour le deuxième concert, celui qui commencera à 20h30. Et pour le reste de l'actualité, voici les informations du jour. Un impressionnant incendie a eu lieu hier à Gros-Ré-l'Erchin. Vers 17h, la foudre a frappé une maison située rue principale. Les voisins parlent d'une détonation suivie de l'incendie immédiat de la maison. Les dégâts sont impressionnants, la toiture notamment est détruite. Par chance, les occupants de la maison n'étaient pas là, ils étaient partis en vacances. Pendant les opérations d'extinction et de sécurisation, la route a dû être coupée. La fin d'un long périple. Pendant 9 jours, les fidèles de la communauté de paroisse Notre-Dame de l'Espérance ont porté et suivi cette statue de la Vierge Marie de village en village dans le cadre de la neuvaine mariale. Hier, dimanche 16 août 2020, elle a été déposée à son emplacement définitif, le socle du nouvel oratoire des Grâces de Tantelin. Un nouveau lieu de prière situé sur les hauteurs du village, à l'endroit où se trouvait jadis une chapelle. Il s'agit d'un ancien lieu de petit pèlerinage, un endroit miraculeux pour la famille Caruso. Sabrina Margani Caruso nous rapporte un événement survenu en 2014. Son mari aurait alors obtenu un songe. Je le vois débarquer. « Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. » Je me suis assoupie et j'ai eu quelque chose qui m'est venu dans le cœur. J'ai eu dans le cœur qu'on allait demander à l'endroit de la chapelle la grâce d'avoir un enfant, qu'on allait obtenir la grâce d'avoir un enfant et qu'on devrait faire construire cette chapelle. Sabrina et Severino ont vainement essayé d'avoir un enfant pendant 7 ans. Tous les deux très croyants, ils se rendaient dans différents lieux saints situés dans le monde entier pour obtenir cette grâce en vain. Contre toute attente, c'est dans leur village, au niveau de l'ancienne chapelle du Groberg, que leurs prières auraient été entendues. Ils se sont rendus à cet endroit le 20 septembre 2014 pour obtenir la grâce d'avoir un enfant. On a invoqué le Seigneur et on a demandé l'intercession de Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame de l'Espérance et des 14 saints auxiliaires. Et en fait, on est rentré chez nous. Je ne vous raconte pas la suite, je vous dis juste une chose, c'est que dès le lendemain, j'avais déjà des premiers signes de grossesse. 9 mois plus tard, Elisa est venue au monde. 2 années plus tard, son frère Josué est venu la rejoindre. En raison de ces faits considérés par certains comme miraculeux, les époux Caruso ont souhaité faire construire un oratoire. Réalisé en marbre de Toscane, poli en Sicile, cet édifice a été réalisé par des membres bénévoles de l'association des Amis de l'Oratoire des Grâces. Sa construction a été possible grâce aux dons de généreux donateurs anonymes. Depuis hier, il accueille cette statue de la Vierge Marie de Nazareth. Je pense qu'on ne fera pas l'unanimité, mais c'est pas ça qui nous importe. Nous, ce qui nous importe, c'est les gens qui ont besoin de nourrir cette espérance en eux. C'est les gens qui ont la foi ou qui ont envie d'avoir la foi et de croire que quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, ils peuvent prier, ils peuvent demander la grâce. Et en passant par Marie, qui d'autre est mieux placé qu'une maman pour savoir parler à son fils, pour comprendre son fils, pour connaître et apprendre à le faire connaître. Accorde à ses fidèles, rassemblés autour de cette statue, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté,
pour tout le peuple des rachetés. L'oratoire des grâces de Tantelain n'est pas encore terminé, un dôme doit également être construit. Pour ce faire, de nouveaux dons doivent être récoltés. C'est du côté de Montbrunn que les footballeurs sarregueminois ont affronté l'équipe de Saint-Avold, un match d'avant-saison qui conclut leur 4e semaine de préparation. Un match avec peu d'automatisme et avec une équipe sarregueminoise qui n'a pas toujours su garder le ballon. Mais pas de quoi inquiéter l'entraîneur Salem El Foukari. On sort d'une semaine énorme de travail. On est dans une étape un peu où on accumule la puissance avec beaucoup de renforcement, des choses comme ça. Donc les garçons sont dans une période difficile avec des degrés de niveau différents, de forme. Ce manque de jambes n'a pas empêché les joueurs du SFC de se créer de nombreuses occasions. Sans pour autant réussir à faire rentrer le ballon dans le but adverse. Un manque de production dont n'a pas profité Saint-Avold, le score final est de 0-0. Là aussi, l'entraîneur veut y voir du positif. Mentalement, on est là, puisque même quand on n'arrive pas à être bon, même quand on n'arrive pas à être efficace, on a au moins le mérite de ne pas perdre un match. Donc c'est déjà bien. Si on ne sait pas le gagner, il ne faut pas le perdre. Donc aujourd'hui, on a montré ça aujourd'hui. Avec cette préparation, le SFC affine ses objectifs pour la prochaine saison en Régional 1, jouer le haut de tableau et aguerrir les plus jeunes joueurs. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine grandeur nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Cet été, chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Savoir-faire et passion, nos artisans ont du talent. Des tatoueurs aux fleuristes en passant par les écrivains ou encore les photographes, je vous propose de découvrir ou redécouvrir plusieurs artisans du secteur. Je vous laisse en leur compagnie, passez une très bonne journée et prenez soin de vous. J'ai commencé le tatouage en 2014, suite à une reconversion professionnelle en fait. J'étais comptable sur Sarreguemines dans une fiduciaire. J'ai arrêté mon métier par un petit ras-le-bol de la comptabilité tout simplement. J'ai recommencé à peindre et de là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose dans l'art. Donc je suis allée voir un ami tatoueur sur Forbach, Colibri Fabien, qui donc m'a un peu appris les ficelles du métier, j'ai utilisé mes premières machines, les premières peaux de cochon à tatouer. Je me suis lancée, j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'ai ouvert la boutique ici en 2015. Aujourd'hui j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, ça fait maintenant donc du coup 5 ans que je tatoue. La boutique elle tourne vraiment bien. Charline m'a rejoint il y a 2 ans. Je lui apprends un petit peu les ficelles du métier. Donc elle a son propre compte, on travaille en collaboration, elle a ses clients, j'ai mes clients. Je fais pas mal de conventions un peu partout, en Meuse, près de Strasbourg, en Allemagne, Saarbrück, Luxembourg. Je tatoue dans un autre salon sur Metz. Depuis peu, je tatoue aussi dans un salon sur Haguenau. J'ai des clients qui viennent de Mulhouse, j'ai des clients qui viennent de Paris, des de Strasbourg, de Thionville. Donc comme ça, je me déplace aussi un petit peu pour eux, comme ça ils n'ont pas tout le temps, eux, la route à faire. Mon style de tatouage, je suis plus poussée vers le réalisme. C'est quelque chose que je fais beaucoup, dans lequel j'essaye de me perfectionner à chaque fois, mais j'ai pas vraiment de style de tatouage, parce que j'aime aussi faire énormément les mandalas, l'ornemental en fait. J'aime bien mélanger les deux, mélanger l'ornemental avec le réalisme. Après, il y a des choses que je n'aime pas faire, ça va être le old school justement, le new school et les choses comme ça. C'est des choses que je peux faire par obligation si les clients veulent vraiment que je le fasse. Mais mon but serait peut-être par exemple que Charline, elle pousse un petit peu plus là-dedans parce qu'elle a un trait de crayon qui s'y porte plus.
Donc elle va peut-être, elle, récupérer une clientèle un peu plus old school et new school, des choses comme ça, ou faire venir un guest à la rigueur. Le tatouage un métier d'homme, non. Non, plus maintenant. Peut-être à l'époque, oui, parce que c'était plus dans les... le tatouage est apparenté au milieu des bikers et des choses comme ça. Maintenant, ça l'est encore un petit peu, mais ça se démocratise énormément. Donc je pense qu'il faut des femmes pour faire ce métier parce qu'on a une autre clientèle en fait. On a une autre clientèle, on a des femmes qui vont pas vouloir se faire tatouer par des hommes, donc qui viennent chez moi parce que c'est une partie un peu plus intime, qu'elles veulent pas montrer un homme. Elles sont un peu plus timides, donc c'est plus facile pour les femmes en fait. Le fait qu'il y ait eu des femmes qui sont mises à tatouer, ça a ouvert pas mal de portes à une certaine clientèle, quoi. Pour le salon, donc du coup, il se situe à Bouzevillers. On peut me contacter par message sur Facebook et choses comme ça, mais je ne prendrai pas de rendez-vous à distance. Sauf pour les personnes, effectivement, comme à mon habitude, qui viennent de loin. Là, on peut discuter par message, mais c'est toujours beaucoup plus simple de venir au salon pour présenter le projet, pour que je puisse expliquer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. J'ai des horaires, en fait, des plages horaires que j'attribue à ces discussions. Je les mets à jour sur mon site internet www.latatou.fr. Où en fait dans ces moments-là, où moi je réponds aux questions, où Charline qui est là, qui a aussi un petit peu de temps, va prendre en fait la relève pour vraiment bien expliquer les choses, quoi. J'ai fait une licence de lettres modernes à la faculté de Provence où j'ai étudié la littérature contemporaine et j'étais en option métier du livre. J'étais attirée par les livres et par les bibliothèques. Je sais qu'il y avait une petite bibliothèque pas très loin de chez moi et pour moi c'était la caverne aux merveilles, quoi. Aujourd'hui, c'est une passion mais c'est aussi une activité professionnelle. Je choisis ce que j'écris, mais j'ai aussi répondu à des commandes. Tel personnage avec un environnement particulier et surtout un nombre de mots, un nombre de signes particuliers. Je m'intéresse vraiment à tous les sujets, hein. Là, je suis en train d'écrire par exemple un livre sur les aurores boréales, j'ai écrit sur la Méditerranée, j'ai écrit un recueil de contes de Noël. J'aime énormément le fantastique. C'est un univers que j'affectionne, que les éditeurs affectionnent, hein. J'écris pas du tout de manière linéaire, j'écris en mosaïque ou en puzzle. Mon plan est établi dans ma tête en fait. J'ai déjà tous mes chapitres, tous mes rebondissements, le début et la fin sont clairs quand je commence à écrire. J'ai écrit d'abord les scènes qui me semblent le plus importantes dans le roman, celles qui m'inspirent le plus. Et juste à la fin en fait, j'assemble. L'année dernière, j'ai gagné le concours Émergence organisé par la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, donc qui est une association qui défend les auteurs jeunesse. Et c'est grâce à ce concours que je me suis dit, bon, je vais vraiment faire de l'écriture mon métier. J'ai pu bénéficier de formations juridiques et puis surtout un groupe de soutien avec mes 11 camarades émergents avec qui j'échange très régulièrement et on se soutient mutuellement. Pour le moment, en fait, j'ai publié 4 livres. Le dernier, c'est L'Arrachement, qui est publié chez Hachette Roman. C'est l'histoire d'une jeune bibliothécaire qui a un don fantastique, qui est celui d'arracher les mots des livres. C'est-à-dire qu'elle lit à voix haute certains livres et les mots prennent vie sous les yeux de son public. C'est un livre qui m'a permis de parler d'énormément d'œuvres de la littérature classique. Elle fait apparaître Don Quichotte, les personnages de Molière, de Racine. C'est vraiment un bouquin intertextuel, un livre qui parle de livres. Si vous voulez me joindre, j'ai un site internet, judithbouilloc.com. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram. L'année prochaine, je publie 2 livres chez 2 éditeurs différents. L'un est financé en partie par le Conseil régional Grand Est et l'autre qui va sans doute sortir aux États-Unis conjointement à la sortie en France. C'est vraiment un super projet sur lequel je suis ravie de travailler. Je suis originaire de Sarrelbe,
J'ai 53 ans. J'ai entrepris une carrière militaire que j'ai quittée en 2003. Depuis, je travaille chez Schneider Electric à Sarre-Union comme agent d'accueil et puis de sécurité. Depuis fin 2018, je me suis installé en qualité d'auto-entrepreneur à Volminster. Je pratique principalement le chantournage tant sur bois que sur vinyle. Mon entreprise, je l'ai appelée WDR-Déco, parce que WDR, c'était mon diminutif à l'armée, et le -déco, parce que je fais de la déco. Pour ce qui est des vinyles, comme leur nom l'indique, c'est un 33 tours. Il fait 30 cm de diamètre, il est rond. Ça s'inscrit totalement dans le cadre de l'horloge. Bien souvent, je suis tombé sur des vieux vinyles qui étaient un peu rayés, un peu altérés. Ça ne me chagrinait pas en fin de compte de les découper. Il y a 3 ans, j'ai mon gendre qui est un passionné de Dragon Ball. J'ai pris l'option de lui en faire un pour son anniversaire. Apparemment, ça lui a plu. De fil en aiguille, je me suis amusé avec d'autres vinyles pour perfectionner un peu cette pratique. J'ai beaucoup de personnes qui m'en commandent, donc que ce soit un cheval, que ce soit un chien, que ce soit un groupe de rock. On travaille le motif, et puis dans la foulée, je me mets à la machine, je prépare mes vinyles, je perce et je découpe. J'ai mon vinyle, j'ai mon motif qui est collé dessus, j'ai inséré ma lame, j'appuie sur ma pédale et je commence ma découpe. Vous voyez que c'est assez lent, mais cette lenteur vous permet d'avoir une bonne précision de la découpe. Vous la prenez et vous suivez simplement votre contour. Vous sortez le motif tranquillement. Le fait d'avoir une faible vitesse permet de ne pas altérer la matière vinyle, qui est quand même que du plastique. Donc il y a beaucoup moins d'échauffement au niveau de la lame. Voilà. Et vous faites votre tour, vous finissez votre motif. Voilà. Vous enlevez votre lame et vous passez au trou suivant. Il y en a quelques-uns à faire. Mes outils de travail principaux sont des scies à chantourner. J'ai opté pour des modèles professionnels. C'est un matériel qui au départ est onéreux, certes, mais qui vous permet d'avoir un confort de travail et puis surtout une qualité de finition du produit. Pour ce qui est du travail du bois, j'ai mon père qui, donc là je vous parle de 35 ans en arrière. Il avait un combiné à bois et puis moi régulièrement je lui filais un coup de main. Quand je suis parti à l'armée, bien sûr, j'ai perdu cette fibre. Elle m'est revenue, donc une fois que je suis revenu en Moselle. C'est une matière noble que j'adore, et puis j'adore la travailler. Ce sont principalement des objets décoratifs. Ça va du bois de contreplaqué en 2 mm ou 23 mm jusqu'au gros bois donc là, qui fait 40 mm. On agrémente selon nos envies. La matière première, donc les vinyles, c'est le système D. C'est les marchés aux puces, c'est les gens qui m'en remettent à l'occasion. Le bois, il se trouve partout, que ce soit au magasin, que ce soit chez les particuliers. Donc, il y a du vieux bois qui traîne, je le récupère, je le rabote, je le ponce et après, je le travaille. J'ai également entrepris d'investir dans un tour à bois qui vous permet de faire plein d'autres objets. Ça vous permet d'acquérir une autre maîtrise du bois. Pour moi, au départ, c'est un challenge. Je ne vais pas sortir quelque chose qui n'est pas joli. En fin de compte, c'est la perfection. Après, il faut que ça plaise à la personne qui me l'a commandé. Pour ce qui est du bois, en fin de compte, c'est cette beauté du matériau que je veux mettre en avant au départ. L'activité d'auto-entrepreneur, avec les prix que je pratique, je ne pourrais pas en vivre. Je privilégie la qualité du travail plutôt que la rentabilité. Mes passions sont faire de la poterie et des perles de verre. Donc en poterie, je m'amuse à tourner, je fais des pots, des vases, des cruches. Et puis je fais aussi des petites figures comme des petites poules. Les perles de verre au chalumeau. Alors, on a du verre en tige que l'on fait fondre devant une flamme sur le chalumeau et en finale, en tournant sur une tige en métal, on forme des perles.
Dans les années 80, j'ai vécu en Allemagne et j'ai fait un petit tour à la maison de jeunesse où ils faisaient de la poterie avec les enfants. Et donc, je me suis amusée à faire des petits trucs, style un petit vase, un petit pot de fleurs. C'est comme ça que j'ai découvert la poterie. Pour les perles de verre, j'ai été faire un stage et c'était tellement chouette de jouer avec le feu que je suis rentrée avec le matos direct. De manière générale, je travaille beaucoup tout ce qui est utilitaire. Je fais plutôt des bols, des vases, des cruches, des saladiers, des tasses, des photophores. La petite poterie du hérisson est née parce que c'est un animal que j'aime beaucoup et j'avais besoin d'un petit porte-bonheur pour cet atelier, donc c'est le hérisson qui a élu domicile dans mon cœur. J'ai pris une année sabbatique pour pouvoir développer mon atelier quand j'ai remarqué que en fait, c'était ce qui me plaisait vraiment dans la vie. Ça m'a tellement plu que, effectivement, je ne fais plus que ça maintenant. J'ai fait de ma passion mon métier. En fait, quand on travaille la terre et même le verre, c'est un métier, ça sort des tripes, on y met tout ce qu'on a, quoi. Je sais pas, c'est une vraie joie. On voit ce qu'on fait, on voit de A à Z le travail qu'on fait. On crée. Et du coup, on voit la vie autrement. Alors, un artisan d'art, pour moi, c'est faire des choses utiles, mais qui sont belles, qu'on a envie d'utiliser tous les jours et qu'on a envie de voir chez soi. De toute manière, les métiers de passion, comme je le pratique, en fait, on le fait jusqu'à la retraite, mais on va au-delà de la retraite d'une manière ou d'une autre, parce qu'une passion, en principe, ça ne s'arrête jamais. Elle s'appelle Oasis. C'est une femelle de couleur cinnamon qui veut dire cannelle, qui vient d'avoir 1 an début février. Oasis, c'est une chatte qui est issue d'un mâle assez prestigieux qu'on a importé avec une amie des États-Unis il y a 3 ans en fait, qui s'appelle Jules, qui vient d'un élevage très réputé, un des meilleurs élevages au monde dans cette race-là. Elle est née il y a 1 an. Dans sa portée, tout de suite, elle sortait du lot. Il y avait 4 chatons, tous très très beaux, mais elle avait quelque chose de plus. On va dire qu'elle a quelque chose d'attirant et c'est exactement ça qui lui donne son charme chez les juges. Elle a un regard, quelque chose de très séduisant. On a fait une première exposition au mois de janvier à la grande exposition du parc des expositions à Versailles où elle a fait Best in Show. Donc, ce qui est déjà assez extraordinaire pour cette expo, il y a plus de 1000 chats. On a participé à un autre concours, c'était au mois de février dernier, c'était en Belgique, où elle a concouru pour la première fois en classe adulte pour arriver à avoir son titre de grande championne. Elle a réussi à l'avoir en une expo, ce qui est très très rare. Son père avait déjà réussi à avoir ce palmarès-là. Elle était parfaite. Elle avait beaucoup de concurrence, des chats qui venaient de Suisse, d'un peu partout, avec des origines américaines également. Elle a tout gagné. Et on était très très heureux. Donc l'Abyssin, c'est une race d'origine orientale. L'Abyssinie, c'est l'ancien nom d'un pays qui s'appelle l'Éthiopie. C'est une race qui vient du soleil. C'est un chat un peu désertique. C'est pour ça qu'il a des lignes très fines. On dit souvent qu'il ressemble à un petit puma. Au niveau des caractéristiques, on va dire qu'il a des grands yeux en amande. Souvent, on dit qu'ils ont le regard sexy parce qu'ils ont ce regard un peu séduisant. Ils ont des grandes oreilles, c'est ce qui frappe souvent les gens au premier abord, avec une tête triangulaire au contour arrondi. Ils ont également donc un corps très très élégant. C'est vrai qu'en exposition, on les tient souvent de cette façon-là. Elle est particulièrement, elle adore cette position, donc c'est assez facile et elle se présente comme une star.
L'autre caractéristique de la race, c'est que c'est un chat tigré, mais pas tigré avec des marques. Chaque poil, en fait, est tigré. Donc, sur chaque poil, il y a une alternance de bandes sombres et claires qui font un effet qu'on appelle tiqueté, ça s'appelle le ticking. Et ça fait un effet pas trop uniforme avec une marque. Donc, il y a le maquillage de la tête, on voit bien le maquillage, mais on a cette marque foncée qui va jusqu'au bout de la queue et qui s'arrête justement donc en marque foncée ici. Ensuite, au niveau caractère, ce qui est important aussi, donc c'est un chat assez démonstratif, très affectueux, un chat dynamique qui aime jouer, ils sont assez actifs quand même. Alors Oasis, par rapport à la vie courante d'un chat domestique, elle a la même vie, exactement la même vie, sauf que pour les expositions, il faut qu'elle soit en parfaite condition. C'est de la cuisine tous les jours, on achète du poulet, de la viande rouge pour qu'elle reste en condition. Elle fait du sport aussi, Oasis. Le sport, c'est elle-même, hein. Elle se débrouille toute seule. Elle a une roue, alors c'est quelque chose qui n'est pas très courant en France. Là, ce qu'on a prévu, on part en exposition en Bulgarie le week-end du 30 mars. On va partir à l'exposition de Sofia. Ce sera sa dernière exposition avant de la marier à un mâle. J'ai pas encore vraiment choisi son futur étalon parce que j'ai un peu de mal à décider au niveau des lignées, du pédigree. Comme elle est très belle, il faut lui trouver un très beau matou. Et on espère avoir des chatons aussi beaux, voire encore plus beaux qu'elle. C'est toujours l'objectif d'un éleveur d'améliorer la race et d'avoir des chats encore plus jolis. Mais elle est déjà assez parfaite. J'ai toujours aimé le métal, j'ai toujours été attiré par ça. Je pense que ça remonte à longtemps. Mon grand-père déjà travaillait un peu le métal, il avait une petite forge, je le voyais faire étant petit. Donc forcément après ça s'est enchaîné avec mon père qui lui-même s'est pas mal intéressé à ça, qui était serrurier à la base. Donc il a réalisé pas mal de choses, de garde-corps à la maison, dans la maison familiale, tout ça. Donc j'ai toujours vu les gens travailler le métal, donc je pense que l'intérêt vient un petit peu de là. Par la suite, j'ai continué en tant qu'autodidacte avec mes petits moyens à réaliser des choses pour mes besoins personnels à la base. Et voilà. Ça fait 1 an que j'ai démarré ma petite entreprise, entre guillemets. Je suis plutôt content de mon choix. J'avais démarré un peu incertain quand même parce que j'ai été salarié pendant une quinzaine d'années dans une grosse multinationale. Le choix a été un peu compliqué à la base, mais ça se passe plutôt bien. J'ai une petite clientèle plutôt sympathique et j'ai pas de mauvais retours clients, donc voilà. La métallerie, c'est un terme qui englobe tout ce qui est réalisation métallière, soudage, découpe, assemblage pour réaliser tout type de choses. En fait, ça va de toutes petites pièces à des pièces beaucoup plus importantes, bien sûr. Ça comprend tout type de matière, le fer, l'acier, le laiton, le cuivre, l'aluminium et différents procédés de soudure aussi. J'ai eu des demandes assez hétéroclites, ça va de l'outil de jardin sur mesure pour un maraîcher. Ça peut être du garde-corps, ça peut être de la grille défensive, ça peut être du mobilier intérieur. J'ai fait des pieds de table contemporains. J'ai fait des pièces décoratives carrément pour un châtelain en Auvergne, une pièce en cuivre, entièrement en cuivre. Donc oui, c'est en fait tout ce qu'on peut imaginer en métal presque. Il faut suivre une formation de métallier, c'est un titre professionnel donc qu'il faut obtenir. Je suis parti 9 mois en formation à Colmar avec un très bon formateur. J'ai passé 9 mois à apprendre le métier, quoi. Mon entreprise s'appelle Cater. Vous pouvez me contacter pour toute réalisation métallière, créative, artistique ou autre. Voilà, ce sera un travail artisanal, sérieux. Voilà.
m'appelle Eric et je suis photographe. Je suis devenu photographe tout simplement parce que en fait, je cherchais un moyen de m'exprimer, un côté artistique qui me plaisait. Puis j'ai toujours été attiré par l'image, aussi bien au niveau du cinéma et puis la photo, donc forcément. Je me suis plus tourné vers le portrait. Après, en fait, ça a été un cheminement qui s'est fait assez simplement. J'ai eu envie de tester, je me suis dit pourquoi pas prendre des personnes aussi en photo. Ce qui m'a plu, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir mettre en valeur les personnes. Et du coup, je trouve que même au travers de la photo, c'est aussi le moyen de faire une rencontre avec les gens. C'est pas juste un cliché, c'est de rencontrer les autres et de pouvoir ressortir la photo comme un témoignage de ce moment-là. C'est vrai que moi j'aime particulièrement la photo en noir et blanc parce que je trouve déjà que c'est assez intemporel. On peut voir ça vraiment à n'importe quelle période, il n'y aura pas vraiment quelque chose qui va se démarquer par rapport à un certain style. Vraiment en noir et blanc, ça peut être vraiment de n'importe quelle époque. Après moi je trouve ça a vraiment un côté un peu plus classe, que c'est plus marquant. Je fais beaucoup de portraits féminins parce que je pense avoir une certaine sensibilité que j'aime bien retransmettre justement dans mes photos. Une certaine sensibilité, une certaine douceur. Et du coup, qui s'exprime mieux, je pense à travers les femmes, les modèles féminins, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me parle plus aussi. Pour organiser les shootings et tout ça, des fois ça m'arrive de les faire chez moi. Je préfère aussi travailler en lumière naturelle, donc ça peut être aussi tout simplement en extérieur ou chez les personnes, suivant ce qu'on fait. Pourquoi les réseaux sociaux ? Du coup, je pense que c'est vraiment un avantage justement pour diffuser son travail. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui se crée et beaucoup de contacts entre différents photographes, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas mal même pour se faire connaître, même à plus grande échelle. Quand je suis rentrée dans la chorale Gnosis, j'avais 17 ans. Je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. J'ai une formation assez classique parce qu'à l'époque, mon professeur était un professeur de l'ancienne école, donc j'ai surtout appris du Mozart, du Chopin, Beethoven, ce genre de choses au piano. Quand on m'a proposé d'intégrer la chorale, je me suis mis au synthé. Gnosis, ça veut dire âme, esprit, donc ça résume bien un petit peu. C'est l'esprit qui nous guide et qui nous pousse à aller de l'avant. Il faut savoir qu'au début, on dépendait du conseil de fabrique et puis ensuite, on a créé une association pour être un peu plus autonome. Depuis que l'association a été créée en 2004, je suis la présidente. Et donc chef de chœur aussi, puisque c'est moi qui mène les répétitions, qui prépare les chants qu'on va apprendre. Quand on anime une messe, par exemple, je prépare le programme de la messe, tous les chants qu'on va chanter. Et donc de mener la répétition. Quand on arrive, on échauffe les voix, on échauffe le corps un petit peu. Et ensuite, je fais répéter les jeunes, donc ensemble avec les autres musiciens. Notre chorale n'est pas une chorale traditionnelle, elle est accompagnée par un orchestre. Nous avons un synthé, nous avons une batterie, une guitare, une basse, une flûte, un violon. On ne fait pas que des chants d'église, on fait aussi d'autres chants, plein de choses différentes. Le chef de chœur, en général, il est devant, il dirige. Moi, c'est pas trop le cas. Moi, je suis au synthé. Et quand il faut apprendre les chants, je me mets devant avec les enfants et puis je suis accompagnée par le guitariste. On est toute une équipe chez Gnosis, c'est pas que moi. On prend des décisions en équipe,
On le prépare en équipe et puis en concertation avec les jeunes pour vraiment satisfaire un petit peu leur goût. Au départ du fondateur, il a fallu prendre une décision, soit d'arrêter, soit de continuer. Et moi, j'avais envie de continuer avec les jeunes qui étaient là. Et après, c'est devenu, pour moi, c'est ma raison de vivre. Hein. Donc, c'est devenu une passion et voilà, je respire Noesis, je pense Noesis. Ça a commencé étant très petite, à l'âge de 3-4 ans, où je suivais ma mère chez les fleuristes pour faire des achats. J'ai été très vite passionnée et en voyant toutes les belles choses qu'on peut faire avec ses mains, ça m'a tout de suite accrochée, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est une vocation et du coup, je pense que la passion prend le dessus et que c'est ce qui fait un tout. Donc ça occupe une très grande place dans ma vie. J'ai participé à plusieurs concours, le meilleur apprenti de France, les Olympiades des métiers, ainsi que récemment le concours de couronne de l'Avent en Allemagne. J'ai commencé le concours quand j'étais en CAP, avec le meilleur apprenti de France. Donc c'est pareil, j'étais très stressée. Mais bon, ça a été récompensé. J'ai eu la médaille d'or au niveau Alsace, donc je suis meilleure apprentie d'Alsace en 2011. Ensuite, j'ai été parmi les 5 premières de France en 2011. Ça a été vraiment une récompense pour moi de tout le travail accompli. L'art floral, c'est pouvoir créer quelque chose de ses mains, de ses propres mains, être heureuse quand on fait une composition, tout simplement, de voir ce que nos mains peuvent créer et assembler avec d'autres végétaux ou d'autres couleurs, ou faire des tests de choses qu'on n'aurait pas forcément mises ensemble, qui peuvent donner un résultat très concluant. Et c'est des choses toutes simples qui peuvent embellir la journée. Simplement faire plaisir à un client en composant une composition ou un bouquet peut-être simple, mais qui va faire plaisir à quelqu'un et savoir que du coup, ça va égayer la journée d'une personne. Le fait d'être fleuriste et de faire quelque chose qu'on aime, ça donne envie de se lever le matin et de se dire je me bouge les fesses et faire quelque chose qu'on aime. Par exemple, travailler à l'usine, je ne pourrais pas parce que faire tous les jours la même chose, c'est pas moi. Je peux pas passer une journée sans bricoler quelque chose, ou même si je suis à la maison, c'est aller en forêt ou souder des structures. C'est ancré tous les jours de la vie, donc c'est vraiment quelque chose de très présent pour moi.